Pour retrouver cet épisode ainsi que les 100 précédents, n'oubliez pas que nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et j'en oublie certainement. Et vous pourrez retrouver toutes nos productions sur notre site internet www.puissancepark.fr avec nos réseaux sociaux, les liens vers YouTube, Twitch et j'en passe. Allez, trêve de bavardage, retour à votre épisode. Ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bienvenue dans le 100e épisode de Puissance Park. On y est arrivé, ça y est. On y est, ça y est, on est enfin sur les épisodes à 2 chiffres, les amis. Non, je viens de dire une connerie, à 3 chiffres. C'est encore plus haut. J'arrive tellement pas à m'y faire. C'est l'émotion. En plus, alors techniquement parlant, moi je suis techniquement une fraude parce que je suis pas là depuis 100 épisodes. Non, Ça mais arrive un peu après. Mais pour bon. nous maintenant, tu es un incontournable de l'équipe. Hein. Bien sûr. On ne peut pas faire d'épisode de Puissance Park sans que tu sois pas là. Ouais. Tu vois, Sans que je sois pas là. Et on a aussi une pensée pour le reste de l'équipe, hein, à savoir Maxence, on a Jean-Marc aussi, et depuis peu nous avons notre ami Florian. Donc on pense à vous les enfants. On pense à eux et on espère les avoir très vite dans nos futures productions. Donc autour de moi, on va retrouver l'équipe, on va dire, qui va permettre d'animer ce podcast exceptionnel. Et oui, exactement, puisqu'en fait, sur ce podcast, comme Benji vous l'introduit depuis tout à l'heure, je vais peut-être, quand même changer de caméra, c'est à ça qu'elles servent quand même tout de même. Eh bien, on va continuer notre petite série autour de Europa Park. Comme vous le remarquez, on est toujours les mêmes Gus, les mêmes joyeuderies qui sont là depuis déjà 2 épisodes. Et comme on vous l'a dit, pour le 100e, on s'est pas foutu de votre gueule, puisque on avait l'envie de marquer le coup avec quelqu'un qui compte à la fois dans le monde d'Europa Park, mais aussi dans le monde des attractions en général. Ah bah oui, puisque avec McRide, leur division, ils fournissent pas mal de bonnes attractions assez qualitatives dans des parcs, que ce soit en France ou à l'international, et ils sont très réputés. Donc là, on a quand même quelqu'un qui pèse dans le game du parc d'attractions et de l'univers de l'industrie que ça représente. Exactement. Bon, ensuite, les gens se sont teasés avec le titre, mais bon, je te laisse le loisir de le dire à voix haute, mon cher Benji. Nous avons l'immense privilège d'interviewer et de recevoir dans notre podcast Michael Mack. Exactement. Ouais, mais c'est vrai, donc, qui est le directeur général d'Europa Park, ainsi que de plusieurs filiales de Mack, donc Mack Rides, Mack Solutions, etc., etc. Donc vous commencez à connaître. D'ailleurs, on en parlera dans ce fameux épisode que vous allez découvrir dans quelques instants. Un immense merci à lui d'avoir pris autant de temps avec nous, ainsi qu'à l'équipe, ainsi qu'à l'équipe. Donc je le dirai effectivement en fin d'épisode, mais merci déjà à tous ceux qui ont permis de rendre ce 100e épisode aussi exceptionnel. Et j'ai presque envie de dire que on va pas vous faire attendre encore plus. Donc, allons-y, quoi. Parce que ça fait juste un mois qu'on a teasé le truc. Donc effectivement, oui, on va peut-être pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps que ça. Attaquons tout de suite cet épisode numéro 100 avec Michael Mack, histoire de parler un petit peu d'Europa Park, de Mack Rides, de leurs évolutions, de leur passé, de tout ça. Des choses à dire, là, il y en a énormément. Exactement, donc du coup, on se retrouve juste après cet épisode qui commence pour vous tout de suite. On va commencer par vous introduire notre invité qui est quand même exceptionnel pour cet épisode. Nous avons Michael Mack, bonjour, co-président, directeur général de Europa Park et toutes ses filiales, je suppose, MackNext, Mack Rides. On est vraiment honoré de pouvoir être là avec vous aujourd'hui dans ces magnifiques locaux et dans ce superbe parc qu'on adore depuis longtemps, et il y a tellement de choses à dire. Donc on se retrouve pour une petite interview avec vous. Merci en tout cas d'être présent et de bien vouloir répondre à nos questions du coup. Bienvenue ici à l'Europa Park. On est très fiers que vous êtes ici aujourd'hui de visiter l'Europa Park. En fait, vous connaissez déjà, mais j'ai bien compris, vous venez de Marne-le-Vallée. Alors, de venir ici à Baden, auprès de l'Alsace, c'est quand même spécial pour nous. Mais j'essaye de me débrouiller en français, mais on va commencer en français, après on essaye en anglais. Alors, merci pour tout cas.
Aucun problème. Du coup, on va commencer avec, vous le savez, sur Puissance Park, quand même, le classique, le pré-show. Écoutez, on va peut-être commencer avec la première question, du coup, de ce pré-show. Alors, Michael, quel est votre parc à thème préféré? Bien sûr, vous pourriez dire Europa Park, mais Joker. donc, au-delà d'Europa Park, est-ce qu'il y a un parc que vous appréciez particulièrement? C'est très difficile à répondre parce que je crois il y a beaucoup de jolis parcs sur le monde entier. Alors je dirais c'est plutôt une feeling que dans une parc qui est pas l'Europa Park, évidemment c'est des souvenirs et des familles qui m'a beaucoup impressionné. Et c'est Walt Disney, parce que je crois encore que les parcs Disney à l'époque en Californie ils sont très très spéciaux parce qu'on connaît l'histoire de Walt qui a aussi vivait au parc, qui était chaque matin il était là pour regarder ses clients de venir. Alors ça c'est l'esprit qu'on a aussi eu ici à l'Europa Park, d'être vraiment familial, d'être proche pour ses clients. Il y a des similarités, ça se ressemble un peu dans l'histoire au niveau européen du coup. Ouais, je crois de créer des émotions. Si on sait que Walt Disney était inspiré par Tivoli Copenhagen, qui était là-bas pour vraiment trouver c'est quoi le parc à thème. Alors il a vraiment était très très inspiré par les Européens en fait. À l'époque, on y commençait avec le Schloss Neuschwanstein, en fait, le grand château qui a pris en Allemagne. Alors il y a beaucoup de trucs qui a pris de l'Europe. Pour dire que c'est quoi le parc à thème qui était né en fait en Europe avec Bakken en Danemark. Alors c'est vraiment l'esprit de parc à thème, ça vient de l'Europe. Et après il a très bien réussi Walt de faire quelque chose exceptionnel à Californie. Au moment ça a changé beaucoup. Alors je suis pas surtout les nouvelles parcs, les nouvelles attractions, c'est pas dans l'esprit, je dirais, de Walt. C'est plutôt les IP, le franchise. Il me manque le cœur de l'esprit de Walt. Les histoires originales. Les histoires, mais ça, c'est évidemment parce que nous sommes une entreprise familiale depuis 8 générations. Mais les autres parcs que j'adore beaucoup, c'est rester en Europe, c'est bien le parc qui sont basés sur des villages ou des cités comme Tivoli, comme Liseberg, comme Grönalund, parce que c'est une atmosphère assez spéciale d'être sur une cité, d'être une morceau du vie, je dirais, parce que les parcs sont vraiment inaugurés sur le vie normal. Les autres parcs que j'adore, c'est évidemment en France, c'est Nigloland. Oui, vous avez le bonjour de Rodolphe. Des manèges là-bas, mais il y a d'autres parcs comme Puy du Fou, qui est pas nécessairement un parc à thème, c'est plutôt un spectacle. J'ai une belle relation avec Nicolas. Et Knöbel, j'adore Knöbel en Amérique. Je suis allé à Knöbel il y a quelques semaines. Il y a aussi une émotion très forte qui est similaire à notre parc. Un esprit familial sur des générations. Le Herschen comme Silver Dollar City, ça c'est un parc exceptionnel que je trouve. Je suis d'accord. Disney Sea, il y a beaucoup de belles parcs, mais en tout cas, je dirais le parc Disney, c'est Disney Sea, Californie. Mm-hmm. Et en termes gigantesques, évidemment c'est Orlando, mais ça c'est plutôt un business. C'est pas que je dis le parc sont particuliers. Mais je dirais Disney en Californie, Disney Sea, Silver Dollar City, Dollywood, Knöbels, Nigloland, Puy du Fou. Ça va être difficile. On avait demandé un parc à la base. Mais en tout cas, c'est des belles sources d'inspiration. Si vous essayez de vous en inspirer, j'imagine que c'est qu'il y a une bonne effervescence entre les parcs. Tout le monde s'inspire de tout le monde pour prendre les meilleures idées et de proposer des bonnes expériences, tout simplement. Très bien, du coup, la question suivante. Benji, est-ce que tu veux la poser peut-être? Bien sûr, on va rester un peu dans cet esprit-là de parc et tout. J'aimerais vous demander quelle est votre attraction préférée
venant de Mack Rides, que vous avez géré, que vous avez construit, que vous avez vu naître. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué en particulier? Ou peut-être une ancienne attraction fabriquée par la famille, les ancêtres, etc. Parce qu'il y a une belle histoire quand même dans la compagnie. Je suis désolé que je peux pas vraiment vous dire une seule attraction parce que c'est comme avec les parcs de thème, il y a des souvenirs qu'il y a beaucoup avec des attractions. Par contre, l'attraction qui a beaucoup de souvenirs, c'est le Wildemaus de Mack Rides qui était produit d'une 40e d'année déjà. Alors c'est mon grand-père qui le fait, c'était avant grand-père qui en a fait. C'était moi qui a fait une aussi pour Bakken, le date de naissance de mon premier fils. Alors il y a beaucoup. Alors le Wildemaus c'est une attraction qui a de belles souvenirs. Et d'autres attractions en fait ça dépend. C'est qui tu prennes dans le parc avec ma mère. Par contre, c'est sûrement pas Blue Fire parce que oui. Mais alors ça vraiment dépend qui tu as avec. Il n'y a pas une seule attraction, mais les attractions avec beaucoup de souvenirs, c'est le Wildemaus en fait. C'est le Blue Fire en fait, une des premières attractions qui je fais moi-même avec l'équipe de Waldkirch et de Mack Rides. Alors le premier looping qui était fait par l'entreprise Mack Rides dans une histoire et le début de 200 ans. Le début de beaucoup de projets avec des montagnes russes Mark qui s'exposent. En fait, c'est les Pegasus qui était le première attraction de Mack qui en fait une nouvelle système technique pour faire Blue Fire. Et bien sûr Arthur, la réalisation d'une des premières coasters avec une IP holder comme Luc Besson pour Arthur. Alors je dirais c'est le 3, c'est le Wildemaus, c'est en fait le Blue Fire et l'Arthur. Est-ce que vous avez une attraction qui vous a marqué en général, pas forcément Mack Rides, soit dans vos souvenirs ou alors qui vous a impressionné récemment? Je crois que c'était vraiment le Soaring over California. Ouais, voilà. On est tous d'accord. Voilà, Merci, thank you. Alors là, oui. En termes d'émotion, c'est vrai que c'est quelque chose, cette attraction, c'est tout simple, mais c'est très efficace. Et j'imagine que ça donnait envie de développer votre propre version avec Voletarium, non? Un petit peu. Un petit peu. Bah oui, Disney l'a pas fait venir en France alors qu'ils avaient la possibilité. Mais vous avez bien fait de le faire et la version elle est super parce que du coup on visite la maison, l'Europe, le continent. Sur l'Europe surtout parce que même Disney ils ont fait la version Over California, c'est bien, mais bon c'était en Californie même en Floride. Donc bon nous au moins c'est bien, on a une version européenne et elle est très bien le Voletarium. Donc voilà, on ne le dira jamais assez. Ça fait partie de nos attractions préférées. Ok les amis, alors là on va passer en anglais, mais vous en faites pas, on va tout vous traduire comme d'habitude. L'histoire de l'affaire familiale Mack remonte à 1780. Quelle place avez-vous trouvé dans cette histoire et quel parcours avez-vous suivi? Quelles études? Est-ce que la création des filiales vous a permis d'atteindre le poste que vous occupez aujourd'hui? C'est une longue question. Peut-être une longue réponse. Combien de temps vous avez? Faites une réponse aussi longue que vous pouvez. J'étais en train de me dire que j'allais peut-être continuer en français, mais c'est peut-être mieux. Non, en anglais, c'est parfait. Je pense que si vous demandez cela aux jeunes générations, c'est très difficile de répondre. Parce que nous avons un héritage à respecter d'un côté. Mais d'un autre, chacun veut apporter sa propre pierre à l'édifice. Les anciens disaient « Ne marchez pas dans les traces de vos pères, car vous ne pourrez pas vous distinguer. » D'un côté, nous avons notre héritage à perpétuer, mais de l'autre, nous voulons améliorer nos produits et ce que nous avons déjà réalisé. C'est important de rendre hommage à ce qui existe déjà. Au passé, oui, exactement. Pour revenir à ma carrière, j'ai toujours été inspiré par cette région. Ce lieu trinational entre la Suisse, l'Allemagne, la France, je pense que c'est notre source d'inspiration. C'est une très belle région dans laquelle nous sommes installés. Et je suis fier qu'Europa Park et nos ateliers soient basés ici, car c'est une des plus belles régions d'Europe. Donc bien sûr, j'ai fait mes études dans la région. J'ai passé mes examens à Colmar, à Bâle, à Lörrach. Je parle 3 langues.
Évidemment, je suis quasiment tombé dedans. J'ai démarré comme stagiaire sur le parc. J'ai commencé alors que j'avais à peine 11 ou 12 ans. Je ne considérais pas cela comme du travail. De fait, c'en était, mais mon père avait un tout autre point de vue. Je cavalais partout dans le parc, à peindre des trucs, à aider comme je pouvais. Une affaire familiale, on part de zéro. Aujourd'hui, je peux toujours me vanter que je sais faire tourner toutes les attractions, que je peux vendre autant de pop-corn que quiconque. J'aurais besoin d'un peu de temps pour fouiller dans mes souvenirs, mais on passe toute la journée sur le parc. On habite juste à côté du parc. Je suis aussi allé travailler à l'usine de Waldkirch, à 20 Deutschmark de l'époque par semaine, à faire de la soudure. Je suis ensuite parti sous les drapeaux à Strasbourg, au sein de l'Eurocorps. J'y ai rencontré plein de Français dont la façon de raconter les histoires m'a beaucoup inspiré. Vous savez, les Allemands sont plutôt des ingénieurs, un petit peu binaires, très structurés, organisés. Et les Français un peu plus artistiques? Oui, plus artistes dans leur façon de mettre en scène les histoires. Évidemment, j'ai été très influencé par le décorateur Ulrich Damrau au moment de sa toute première mission pour Europa Park. Il était vraiment féru d'art et d'histoire. Mais l'influence que m'ont apporté les Français est indéniable. Avec cette façon d'entretenir la passion de la narration, de m'enseigner comment raconter une histoire. Alors pendant la fin de mes études, avant la création de Macmedia, je me suis penché sur ce qu'avait fait mon grand-père. J'ai visionné des films et je me suis imprégné des histoires fondatrices d'Europa Park avec une grande passion. En ayant étudié à la frontière de 3 pays, Colmar, Bâle et Lörrach, comme je l'ai dit, et ayant rejoint la compagnie comme responsable du marketing, je suis resté à l'usine de Waldkirch pendant 3 ans avant de revenir à Europa Park. Ensuite, je me suis attelé à changer doucement les produits de chez McRides. Le premier exemple a été le Blue Flyer. Puis on a conçu Arthur, le spinning coaster et plein d'autres attractions que vous connaissez très bien. Je me suis occupé ensuite du département construction et de l'opérationnel et c'est là que j'ai fait mes premiers pas à Europa Park. Pour en revenir à la question d'origine, il y a aussi un héritage qu'on souhaite transmettre. Il faut conserver le patrimoine existant, comprendre la responsabilité du passé, mais se transformer pour l'avenir. Je crois que nos produits vont très bien de pair avec les propriétés intellectuelles. On parlait précédemment du Voletarium, notre Flying Theater. Nous avons réalisé le film chez Mac Animation à Hanovre. Nous sommes l'une des rares compagnies à savoir produire du film en temps réel pour ce type d'attraction. Arthur est également une preuve que nous savons mélanger attraction et contenu. Et puis, il y a aussi la réalité virtuelle. Nous avons développé une petite unité chez MacRides avec Takumeon Rides, qui mixe attraction et médias. Je pense que je suis le storyteller de la 8e génération de la famille. Et j'ai envie d'emmener le produit Europa Park vers quelque chose qui vous emporte au cœur des histoires. Oui, on constate ça avec l'ACE, le Club des Explorateurs. C'est un bon moyen de combiner toutes les attractions au sein d'une seule et même histoire créée par le parc. C'est une bonne chose de vouloir faire évoluer le parc vers une nouvelle ère. Ouais, c'est un peu comme un multivers dans des parcs à thème, quoi. On va retrouver le style artistique un peu partout, comme sur le Voletarium, Madame Freudenreich et même certaines nouveautés. Vous avez créé une histoire fédératrice qui constitue une multitude de petites histoires un peu partout. Et il y a des connexions entre toutes les attractions, c'est magnifique, très cool. Peut-être que je vais passer à la question suivante. Vous nous avez déjà parlé de Pegasus et des innovations chez MacRides, mais d'après vous, quelle a été la plus importante de ces innovations? Celle qui a propulsé toute la compagnie dans une toute nouvelle ère, celle qui a marqué un changement drastique entre ce qui se faisait avant au sein de la société et celle qui ouvre du coup de toutes nouvelles possibilités pour le futur. Et de nouveaux marchés. Tout d'abord, je pense que c'était une nécessité de changer.
Si vous suivez l'histoire de Mack Rides, nous savions à un moment déterminé, celui où mon grand-père a cédé les rênes de la compagnie en 2006 ou 2007, qu'il devait arriver quelque chose, qu'un changement devait se produire. La prise de conscience a été comme le réveil de la Belle au bois dormant avec Pegasus. Je n'y croyais pas trop au début quand les ingénieurs sont venus me voir que nous pouvions forcer l'entrée du marché du roller coaster. À cette époque, nous ne disposions pas d'une plateforme commune pour coaster. On n'avait que l'Alpen Express qui n'est pas vraiment un coaster. J'étais donc d'abord un peu sceptique. Nous avons parlé du nouveau concept de voie pour Pegasus et du nouveau principe des voitures en remorque. Jadis, nous ne fabriquions pas de coasters gravitaires capables de telles articulations entre les voitures. Nous n'avions que des coasters motorisés fonctionnant à l'électricité. Et nous pouvions à présent nous lancer sur une série de coasters mus par la gravité, grâce à la construction de Pegasus et avec un élévateur, et ensuite laisser la gravité faire tout le travail. C'était la première fois que nous réalisions une voiture de tête avec 2 essieux et que tous les wagons suivants étaient en remorque avec un seul essieu chacun. Cela nous permettait de négocier des virages plus élaborés le long de la piste. Précédemment, nous ne pouvions nous permettre guère plus de 9 degrés de torsion, et avec le Pegasus, nous pouvions atteindre les 24%. Cela offrait à l'attraction un panel de nouveaux mouvements. Ça a été vraiment la grande innovation. Ensuite, il y a eu le Bluefire, que vous connaissez, bien entendu. Donc je crois que le Pegasus et le Bluefire ont été les catalyseurs de ce gros changement dans la production des manèges au sein de la compagnie. Et puis nous sommes tout juste à l'aube d'une nouvelle ère avec le restaurant du futur. Nous le développons en interne, mais l'idée est d'avoir des véhicules individuels qui peuvent être contrôlés complètement indépendamment par un système automatisé. Nous sommes en train de créer les futures plateformes pour déplacer les gens, pas nécessairement sur une voie de coaster, mais de les faire bouger à droite, à gauche dans un fauteuil. C'est le prochain gros enjeu pour Mack Rides. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y aura pas de rails, comme on peut le voir dans d'autres parcs? C'est effectivement un système sans rails, mais il y a une intelligence logicielle particulière. Je pense que du côté logiciel, nous avons bien avancé. Nous ne sommes pas encore complètement opérationnels. Je ne voudrais pas faire de promesses que nous ne saurions pas tenir. Nous verrons s'il y a un marché potentiel pour cela en combinaison avec notre technologie et notre capacité à produire du contenu. Je pense ne jamais avoir vu de système individuel tel que celui-ci. Souvent, ce sont des voitures à 2 ou 4 places. Je suis peut-être dans l'erreur, mais en théorie, oui, on peut faire des véhicules individuels. Je pense que cela pourrait représenter un grand pas en avant pour Mack Rides. Le développement d'une plateforme permettant de synchroniser ingénierie mécanique, contenu média et le mouvement des visiteurs. Je pense que ça pourrait être magique. J'ai ce même sentiment dans mes tripes que j'avais ressenti quand on a développé Pegasus. C'est magnifique de voir toutes les filiales collaborer sur un seul et même gros projet. De combiner toutes les technologies et toutes les idées en une attraction qui va révolutionner le marché. Nous sommes très impatients de découvrir cela. Très bientôt, je suppose. Vous avez évoqué Bluefire, qui a vraiment changé la donne pour Mack Rides. Et est-ce que dès sa conception, vous avez imaginé cette plateforme commune qui serait adaptée aux autres modèles, comme le Launch, l'Extreme, l'Hyper, le Spinning ou le Big Dipper? Ou bien est-ce venu graduellement en fonction de la demande des clients?
Encore une autre très bonne question. Regardez les anciennes attractions de MacRides et regardez ce changement fondamental qui est en train de se produire dans nos ateliers en ce moment. Jadis, quand mon grand-père dirigeait la compagnie, tout se faisait à la demande du client. Les clients venaient nous voir et nous disaient « Je veux que le fantôme soit comme ci ou tel détail comme ça ». Et on fabriquait chaque attraction sur mesure pour nos clients. De nos jours, bien entendu, le roller coaster est par essence toujours un produit sur mesure. Les fondations sont différentes d'un parc à un autre dans le monde entier, les calculs de résistance sont différents. Ce n'est pas un iPhone qu'on peut produire à des millions d'exemplaires, c'est toujours un produit unique. Je pense que l'industrie du coaster doit se réinventer. J'y crois fermement. D'un côté, nous avons toujours l'attraction unique et sur mesure, mais d'un autre, il faut quelque chose qu'on puisse produire en très grand nombre. Ceci étant dit, on pourrait comparer cela à l'industrie de l'horlogerie. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, mais voyez, il y a un marché pour les Breitling ou les Rolex, des trésors de savoir-faire que beaucoup de gens apprécient. Chaque pièce a son identité et elle est fabriquée individuellement de façon traditionnelle. Les montres Rolex sont rares et d'excellente qualité. Il y a 2 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Mais en cette période de technologie, les gens ont toujours le plus profond respect pour la tradition et le fait main. Mais il faut aussi faire plaisir à d'autres tranches de clients, ceux de l'ère numérique. Et on doit combiner ces 2 mondes. Si nous voulons réussir, enfin, je ne sais pas, il y a quand même des gens sur le marché des montres qui ont échoué. Mais il y a la Rolex face à l'Apple Watch. Et cette dernière n'est pas faite par Rolex. On pourrait penser qu'en tant que leader, Rolex aurait dû être un pionnier de la montre digitale. Pareil dans l'automobile. On aurait pu penser que Volkswagen ou Citroën ou Peugeot auraient été les premiers à proposer des véhicules électriques. Mais Tesla a tout raflé. Alors j'en viens à me demander, doit-on se laisser dépasser dans ce monde du loisir et des parcs, ou bien pouvons-nous, en tant que société qui tourne depuis 240 ans, être la plateforme qui serait une pièce maîtresse de cette révolution numérique en proposant aussi des contenus ? C'est ce qu'on essaye de faire. Je crois sincèrement qu'il y a un futur pour les roller coasters, qu'ils seront toujours fabriqués sur mesure, qu'il y aura toujours de la demande, qu'il faudra toujours innover pour nos clients. On veut un spinning, on veut ceci, on veut cela. Mais d'un autre côté, créer cette plateforme numérique commune nous permet de répondre à la demande des clients qui n'ont pas les moyens de s'offrir une attraction sur mesure, de leur dire que dans quelques années, ils pourront changer les contenus. Nous sommes arrivés à cette étape aujourd'hui. On fabrique du sur-mesure pour nos clients et notre plateforme numérique nous permet de leur proposer également un changement complètement radical de contenu pour leur attraction. J'y crois très fort, mais j'ignore si nous y arriverons. Oui, on a un peu parlé de MacRides, vous avez parlé de Takumen Rides et on va en reparler un peu plus tard dans l'interview. Mais avant ça, peut-être quelques questions à propos d'Europa Park, Rolantica et les activités que vous menez ici. Et une question qu'on aimerait vous poser, comment s'est passée la sélection des pays qui allaient être représentés au sein d'Europa Park ? Comment avez-vous choisi, enfin vous et les autres membres de la famille Mac qui ont conçu Europa Park, les pays qui sont présents ici? Par exemple, on sait que la Croatie est la prochaine sur la liste, donc comment sont-ils sélectionnés et comment intégrez-vous les différentes attractions au sein de ces espaces sur le plan de la thématisation?
Est-ce que ça commence peut-être par une idée du style « Ah oui, cette personne célèbre peut représenter tel pays et avoir telle attraction » ou est-ce que ça vient de quelque chose d'autre? Peut-être que ça provient d'un point de vue storytelling. Quelle histoire pouvons-nous raconter avec le nouveau ride et ce nouveau land? Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse standardisée. Je plaisante en disant qu'on choisit les pays où on mange bien, mais ce n'est pas le cas. Mais je pense que si on veut être vraiment bon, il faut que ça vienne du cœur. Je veux dire qu'il faut être vraiment passionné par ce que l'on fait. Je pense que grâce à Ulrich Damrau, il a été un super scénographe à l'époque où il accompagnait mon père pendant les premières années. C'est lui qui a inspiré mon père avec des histoires qu'il avait vécues. C'était un vrai historien. Il a apporté plein d'idées et je pense qu'aujourd'hui, sans entrer dans la politique, nous avons à respecter les émotions de nos prédécesseurs car ça fait partie de notre histoire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps sur pourquoi avoir choisi telle attraction ou pourquoi avoir laissé cette attraction aussi longtemps dans notre parc. C'est hors du temps, particulièrement si on s'intéresse à Piraten in Batavia, qui est le bébé d'Ulrich Damrau. Il me l'a dit une fois en nous baladant la nuit dans le parc. Il m'a parlé de ses voyages en Indonésie, de son ressenti là-bas et que c'était son interprétation à l'époque d'un moment de l'histoire qui n'était raconté que par les livres. Il avait essayé de l'interpréter car il adorait l'espace indonésien et asiatique. Ça a été un honneur pour moi de faire reconstruire cette attraction, avec des modifications certes, mais en me rappelant d'Ulrich Damrau par le passé à Europa Park. Comment fait-on pour choisir? Je pense qu'il faut avoir une connexion émotionnelle avec le lieu. Les gens me demandent tout le temps quel est votre endroit préféré dans le parc. Et je me dis à quoi je me sens le plus émotionnellement connecté. Auquel cas, il y a deux endroits particuliers dans le parc. Comme la forêt enchantée où je me suis marié. Et aussi, j'ai rencontré pour la première fois Luc Besson, le musicien Eric Serra et le décorateur Hugues Tissandier, avec qui on a créé quelque chose qui parle d'être petit, ce qui rappelle mon enfance dans le parc. Oui, il y a quelque chose qui émane de ces endroits. Oui, vivant très près de là. Alors pour moi, c'était le cœur rempli de cette passion pour ma jeunesse à Europa Park que j'ai refait toute cette zone, car il y avait tellement d'années, tellement de bons souvenirs avec mes frères et mes sœurs dans cet endroit. Ça, c'est mon choix. Le quartier français, par exemple, a aussi toujours été porté par ces zones bilingues que sont l'Alsace et le Baden. Ce quartier a toujours été un endroit très émotionnel pour moi, ayant été nommé consul honoraire de France dans le restaurant Bistrot. Mais également en célébrant ici... En effet, on a vu les documents sur les murs de cette pièce. Oui, absolument. En célébrant ici mon 18e anniversaire au Bistrot, puis le 19e, le 20e, accueillir plus tard les artistes du Moulin Rouge quand on a refait la zone, avoir Valérian sur notre attraction, avoir le Magic Cinema, être le premier lieu où on a créé les Traumatica, et ça a été créé dans la rue du Bistrot, ça. Donc une grande partie de moi est en France et je dois dire, Mac Animation est représentée via le cinéma, le VR Coaster avec Valérian, le Moulin Rouge qui représente le savoir-vivre à la française, avec le Bistrot, avec Tommy Ungerer, un bon ami de mon père et moi, où on fait beaucoup d'anniversaires. Sans oublier le Studio 78, notre petit studio radio qui porte accidentellement mon année de naissance. Et puis la création de Traumatica. Il y a beaucoup de choses dans ce quartier français et cette rue du Bistrot. Pour parler de la Croatie, on a beaucoup d'émotions également. Non seulement mon épouse provient de Croatie, ainsi que ses parents. Ah ok, d'accord. Mais aussi, j'ai signé notre première coproduction de long métrage, Happy Family, sur un bateau en Croatie. Alors c'était un pays qui est très très cher à mon cœur. Et bien sûr, j'adore l'aspect storytelling, toute l'écriture de l'histoire autour de Nikola Tesla. On a publié un livre là-dessus, qui n'est malheureusement ni en anglais ni en français. Il est en allemand. Donc si vous voulez apprendre l'allemand, il s'appelle L'école de pilotage des aventuriers.
On va y réfléchir, oui. Et puis il y a aussi le fantôme des enfers. Donc on raconte déjà l'histoire dans notre livre qu'on a publié l'an dernier, et je peux vous en parler encore et encore et encore. Je pense que la première motivation pour Ulrich Damrau était que l'on choisisse les pays où les Allemands allaient pour leurs vacances. Donc c'était l'Italie, évidemment, l'Allemagne, évidemment, car on est en Allemagne, donc l'Italie, l'Espagne. On choisit toujours des pays qui sont des destinations sélectionnées en priorité par les touristes. La France a toujours été le pays préféré de mon père. Il l'a toujours aimé, travaillant entre les deux pays sans se soucier de la frontière. Il me racontait toujours l'histoire de M. Joseph Rey, le maire de Colmar, qui était venu à l'inauguration de l'Eurotower. Alors qu'elle montait, il lui a dit « Monsieur Mack, quand je suis ici, dans cette tour, je ne vois aucune frontière. C'est la même chose lorsque je monte dans le clocher de l'église de Colmar. Quand je monte dans cette tour et que je regarde vers l'ouest, je vois Europa Park, mais je ne vois aucune frontière. » Je pense que c'était une des inspirations de mon père avec la France. J'espère, pour ma part, l'amener à un autre niveau, avec Valérian et la reconstruction du roller coaster. D'ailleurs, c'est le premier coaster avec 3 générations de Mack travaillant dessus. Mon grand-père a construit Eurosat, mon père a créé le quartier français autour de lui, et moi, je l'ai reconstruit. Donc il y a beaucoup d'histoires de famille avec la France. Et ensuite, évidemment, on a continué avec la Suisse, etc. Je peux vous parler des heures et des heures et des heures de chacune des espaces. On écoute religieusement. C'est vraiment intéressant. Oui, je pourrais vraiment en parler très longtemps. Donc, comment on choisit... Alors, désolé pour la longue réponse. Hein. Non, c'est OK. Comment on choisit les pays à construire? C'est toujours quand on a un coup de cœur pour le pays en question. Et ensuite, les gens vont dire mais quelle émotion envers la Russie. Ouais. Surtout ces jours-ci. Je peux vous dire que mon père a toujours été un très grand fan des thèmes liés à l'aérospatial. Il avait reçu une lettre il y a une vingtaine d'années lui demandant « Est-ce que vous aimeriez visiter Baïkonour ?» Baïkonour étant la petite ville depuis laquelle étaient tirées les fusées des Russes. Je me rappelle qu'avant que le premier Darkrein ne soit construit sous Eurosat, il y avait une exposition sur la NASA. Et on a eu une pierre lunaire, ici, à Europa Park. Donc mon père a toujours été fasciné par l'exploration spatiale et les expéditions lunaires. Mais je pense que les Américains étaient trop chers, donc les Russes ont proposé. On a la station Euromir, et un morceau était à vendre. Donc on a acheté cette section et Ulrich Damrau était comme tombé amoureux de cette station. La Russie est emplie de culture, de bons artisans et je pense que c'était une ode à l'héritage culturel de la Russie quand on en vient aussi aux grands écrivains comme Dostoïevski ou Pouchkine. Ou encore peut-être notre relation avec Baden-Baden, où beaucoup de Russes viennent en vacances. C'est une période un peu compliquée aujourd'hui à cause de la guerre, mais je pense pouvoir dire maintenant que derrière chaque lande du parc, il y a une histoire, une connexion avec des souvenirs et des façons intelligentes de les intégrer avec la thématisation ou les attractions, comme pour l'Indonésie dans le quartier néerlandais. Et c'est plutôt bien vu, car ça mélange le passé avec les explorateurs partis de ce pays. Ça fait sens maintenant, car je n'y avais jamais pensé comme ça avant, mais avec tout ce que vous nous avez raconté ici, c'est clair que ça n'a pas été fait aléatoirement. Donc nous avons parlé du passé et évoqué les souvenirs. Nous aimerions maintenant nous intéresser au présent. Nous avons visité le resort, nous l'avons adoré, mais le futur est à nos portes en fait. La première question porterait sur Roulantica. Quelle est l'ambition à long terme pour ce site ? Pensez-vous développer ce parc en tant que destination unique ou bien
de le travailler comme une marque et de vendre le concept genre clé en main. Il ne faut jamais dire jamais. On ignore parfois ce que le passé nous a apporté. Pour l'heure, nous nous rendons compte qu'il est très difficile de trouver du personnel compétent et suffisamment d'employés pour l'expansion que nous envisageons. Mon grand-père me disait toujours « Tu ne peux pas manger plus d'un schnitzel par jour. Il faut s'adapter aux circonstances qui nous entourent. » Nous sommes dans une période difficile au sujet du recrutement. Cela demande beaucoup d'énergie pour gérer un parc à thème. Tous les parcs du monde ont ce problème. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. C'est la même chose à Disneyland Paris, aux États-Unis. Les parcs cherchent toujours des personnes désireuses de travailler dans l'industrie des parcs à thème. Dans un monde idéal, pour revenir à votre question, nous aimerions entamer une deuxième phase pour Rulantica. Ceci pour conserver les mêmes durées de séjour de nos visiteurs. C'est la stratégie d'Europa Park de se concentrer sur le staycation, les congés chez soi, dans son propre pays. On voit ce qui se passe avec les compagnies aériennes en ce moment. On constate que les gens préfèrent rester chez eux, qu'ils veulent bien prendre leur voiture ou le train, mais tout en restant à proximité de leur foyer. Ils ne souhaitent pas voyager sur de longues distances. Je pense que c'est le courant actuel. Les gens préfèrent rester sur place. Mais d'un autre côté, nous avons constaté une autre tendance qui touche directement aux ressources humaines, aux forces de travail. Le capital humain manque. Même s'il existe une importante demande, il faut pouvoir trouver du personnel et gérer votre parc sans dégâts pour l'environnement. Nous rencontrons ces importants problèmes en ce moment. Donc nous ne nous montrons pas très agressifs pour le développement de Rulantica. Il y aura bien une phase 2, nous espérons construire des hôtels supplémentaires, nous souhaitons que les visiteurs restent plus longtemps à Europa Park. Pouvons-nous le faire rapidement? Je l'ignore. On va y aller pas à pas, on va essayer, mais comme on dit toujours, une croissance lente mais constante de la qualité est plus importante pour nous. Si quelqu'un me demandait d'acheter les droits de la franchise, de la propriété intellectuelle de Rulantica, je serais heureux de considérer la question. Nous avons édité 3 livres, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les consulter, ils sont déjà traduits en français. Non, on ne les a pas encore lus, non. Ah bon? Ah. Après, on a lu ce qui constitue l'essence de l'univers et certaines histoires. Eh bien, non seulement vous aurez droit à votre tour de Volotharium après cet entretien, mais on va aussi vous donner les livres. Et la prochaine fois que vous viendrez, c'est moi qui vous poserai les questions au sujet de Rulantica. Ok, on ne le claironne pas à tout bout de champ, mais nous sommes une société de services. Quand nous recevons des demandes, nous essayons d'y répondre. Mais nous n'avons aucun réel plan stratégique pour installer 2, 3, 4 ou 5 autres Rulantica dans le monde. Nous essayons de nous développer sur ce secteur, et puis on verra bien ce qui se passera ensuite dans les années à venir. Nous savons que vous êtes actuellement en train de travailler sur le tout premier modèle de Rocking Bot prévu pour le Futuroscope. Du coup, on voulait savoir quels sont les autres projets actuellement en cours chez MacRides pour d'autres pays. Évidemment, nous avons beaucoup de projets dans les tuyaux en ce moment. Avec nos techniciens et l'équipe Takumeon, nous travaillons sur de nouveaux systèmes d'attraction. Nous sommes en plein développement. Nous projetons de sortir quelques produits sur mesure en un temps plus serré que celui nécessaire à un roller coaster. On va probablement partir sur une base de simulateur. Je suis conscient que c'est un marché très difficile à conquérir. On verra au Salon de Londres ou à celui d'Orlando si nous sommes dans la bonne direction. Mais c'est un projet très concret. Nous travaillons d'arrache-pied sur Adrenaline, le restaurant du futur. Nous y dédions beaucoup de ressources. Nous construisons évidemment des roller coasters pour quelques-uns de nos clients, mais tout ceci est confidentiel. Désolé, je ne peux pas trop en parler. Nous avons beaucoup de clients pour des attractions classiques, mais il y a plein de choses à venir sur le plan de fusionner des attractions, comme des coasters, avec des systèmes d'écran.
Je viens de voir un concept très intéressant qui mélangerait quelque chose à la Harry Potter avec un roller coaster, qui est en train d'être développé avec l'intégration d'un pré-show. Donc il y a beaucoup de choses en développement, mais sur lesquelles je ne puisse encore apporter des précisions. Alors, nous avons parlé du présent, mais bien entendu, on est ici à Europa Park. Donc, quels sont les projets en développement pour les prochaines années sur cette destination particulière? On a bien évidemment entendu parler du projet sur la Croatie. On a vu le début de la refonte de la zone autrichienne avec les nouveaux bateaux de Josefina. On a entendu parler du projet de monorail. Que pouvez-vous nous dire du futur d'Europa Park? Je pense que nous essayons toujours de nous adapter au marché. Nous écoutons nos visiteurs pour savoir ce qu'ils veulent et nous développons nos projets pour répondre aux nouvelles demandes de nos clients. Si vous me demandez personnellement quelle est ma stratégie pour Europa Park, on veut en faire une destination. Donc proposer plus d'hôtels afin que les séjours soient plus longs que la moyenne de 2 ou 3 jours. Proposer une offre plus étendue, car nous sommes installés dans une très belle région au cœur de la forêt noire, tout proche de l'Alsace. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'opportunités. Mais la deuxième chose qui me tient à cœur, en plus de l'expansion d'Europa Park, je rêve de développer le groupe tout entier, que ce soit par exemple de faire du cinéma d'animation, de proposer notre premier long métrage animé pour notre 50e anniversaire. C'est une option possible. Peut-être renforcer notre plateforme de réalité virtuelle pour les coasters, pour que dans le futur, tous les coasters, et pas uniquement ceux de chez Mac, puissent proposer un casque dans lequel on proposerait l'équivalent de Netflix pour les grands 8, connecté à une plateforme proposant du contenu pour roller coaster équipé en VR. Et à la fin de cette année, nous ouvrirons un centre de recherche au sud de Strasbourg, à Plopsam, pour développer les nouvelles idées de demain. Nous recherchons du personnel compétent qui partage notre vision afin de construire les loisirs de l'avenir. Et n'oublions pas, surtout pas, que nous sommes également les producteurs de vin d'Alsace. C'est vraiment une passion qu'on veut transmettre aux générations à venir. Mais d'un point de vue stratégique, comme je l'ai déjà dit, on se concentre sur la fusion des attractions Mac avec du contenu numérique. Comment voyez-vous l'évolution des technologies et des attractions dans le futur grâce à Mack Rides et Takumeon Rides, et qu'est-ce que vous estimez possible d'y apporter? En toute honnêteté, je ne saurais dire. En Allemagne, nous avons un dicton qui dit « Le chemin est le but à atteindre ». C'est assez difficile de le traduire, mais nous devons suivre un chemin pour atteindre un objectif sans pour autant savoir exactement de quoi il sera fait. Je pense que ce qui nous a apporté du succès à travers les années était la façon de penser qualitative, Mac. La qualité est le facteur le plus important de notre croissance. Parfois, nous créons un produit qui n'est pas forcément le plus qualitatif, mais on doit passer par là pour faire évoluer l'entreprise. On n'est pas toujours totalement satisfait à chaque création. Mais après tout, nous ne sommes pas une société cotée en bourse. Nous n'avons pas à nous imposer des projections sur 5 ans de devoir être 3 fois plus gros ou d'avoir vendu au moins 10 films à des clients. Nous faisons plutôt à notre rythme en étant attentifs aux demandes de nos clients, en espérant délivrer un produit avec la qualité nécessaire. Il n'y a pas de méthode unique, donc on se laisse porter par le courant, comme on dit. Oui, on doit essayer parfois, même si cela implique un facteur risque, mais cela peut aboutir à un résultat révolutionnaire. Par exemple, même si ça a l'air simpliste sur le papier, je pense que les montagnes russes Extreme Spinning sont une révolution dans le monde des attractions à sensations fortes. C'était tout simplement une bonne idée appliquée au coaster et qui change tout le marché.
Ce que vous abordez est un parfait exemple. Quand on repense à Euromir, le concept initial avait été élaboré par mon grand-père, Franz Mack, il y a quelques décennies, et personne n'a acheté ces modèles. Et c'était déjà en soi un free spinning coaster motorisé. C'était une des premières étapes, on va dire. Il a fallu 10 ans. Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps pour se vendre? Des fois, on ne peut pas prédire l'avenir. D'ailleurs, savez-vous à qui on a vendu notre premier spinning coaster? Allez, vous savez? Sébastien, tu sais? J'hésite avec Toverland, mais je dirais Knott's Berry Farm. Oui, c'est bien un Knott's Berry Farm. Du coup, il faudra vérifier les informations sur Internet, mais cela a pris environ 20 ans entre Euromir et le modèle de Knott's Berry Farm. Je suppose que certains projets sont parfois en avance sur leur temps, ou alors d'autres ont le parfait timing. Donc il est difficile de dire quelle sera la prochaine sensation, mais dans tous les cas, tout ce que je souhaite, c'est que nos produits soient de bonne qualité autant que possible. Passons à la prochaine question dans cette interview. Nous avons donc abordé les évolutions technologiques auxquelles se consacreront vos différentes filiales comme MacRides, Takumi On Rides. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait aucune limite de facteurs politiques ou économiques, aucune contrainte en fait en soi. Quel serait le projet de rêve sur lequel vous et vos équipes souhaiteriez travailler? Avec votre vision du divertissement, quel serait donc le projet ultime, celui qui vous ferait dire « Ok, je veux absolument que mon entreprise développe ce projet ». Je ne sais pas si on peut parler de projet ou non, mais ce que j'aimerais le plus, c'est l'Europe a un futur radieux. Et je ne sais pas vraiment quel serait le produit en question. Peut-être un réseau européen digital, un réseau social européen. Je demanderai à mes équipes de réfléchir à comment nous pouvons être les plus forts ensemble en tant qu'Européens, particulièrement pour les liens franco-allemands. Nous ne sommes pas toujours fans les uns des autres, mais si nous travaillons ensemble, c'est la perfection. Et nous serons inarrêtables. J'ai toujours cette vision très claire de l'Europe, de montrer ce dont elle est capable de mieux à travers ses architectures, par exemple. Nous sommes une Union européenne de la diversité. Et il faut vivre de cette diversité sans la segmenter, sans la réduire. Ces derniers temps, nous avons de quoi être inquiets avec la montée du discours haineux, du nationalisme, et je voudrais simplement me projeter dans cette communauté de demain. En particulier, cette communauté européenne. Comment vivrons-nous et comment nous amuserons-nous ensemble? Passerons-nous de bons moments ensemble? En acceptant la diversité de nos voisins, en voyant ça comme une force plutôt qu'une faiblesse, j'ai un peu peur que tout devienne la même chose. J'ai l'espoir que nous conservions nos identités. La bonne baguette française et le fromage, la bonne bière allemande et puis le vin français. Il y a aussi pas mal de fusions. Ici, on peut faire du bon vin et en Alsace, faire de bonnes bières. Donc je pense qu'on peut vivre du meilleur de ce que chacun produit et on peut l'améliorer en nous unissant. Comment rendre notre vie européenne en conservant cette diversité et en mêlant l'acharnement industriel allemand avec le savoir-vivre français? Comment on peut connecter ces derniers et d'autres encore, sans devoir toujours écouter les mêmes personnes qui imposent et qui dictent une façon unique de faire des choses? Que tout soit standard partout. Vivre dans la diversité, la paix, dans cette grande vision de l'Union européenne, c'est mon souhait. Et de laisser dehors la haine et le nationalisme pour simplement s'amuser comme on s'amuserait à Europa Park. De profiter de l'Europe sous sa meilleure forme et d'en tirer le meilleur sans trop moraliser à outrance les pays qui la composent.
en leur laissant leur liberté et leur identité, qu'ils soient français, allemands ou italiens. C'est mon rêve, c'est vraiment mon souhait. Peut-on réussir à former ce puzzle avec succès? Je n'ai pas la réponse. Mais j'espère qu'au moins, du point de vue du divertissement européen, on retiendra et on reconnaîtra que la famille Mac a su apporter sa pierre à l'édifice du mieux qu'elle pouvait. C'est certain qu'on retiendra cette connexion entre la famille Mac et le divertissement européen. Et c'est très clair, puisque vos propos se connectent à merveille avec ce que vous nous disiez un petit peu plus tôt. Epcot était intéressant en tant que prototype pour analyser les rapports entre personnes, surtout quand on connaît les idées originales du projet avant qu'il ne devienne un parc à thème. C'est mon point de vue personnel, mais je pense que la version parc reflète d'une meilleure manière les connexions entre les gens que ce qu'aurait été la ville prototype d'Epcot. Cela aurait vraiment été une pièce maîtresse pour l'innovation en général, mais pas pour les rapports humains en particulier. Le parc, lui, célèbre le mélange des cultures à travers le monde, et c'est cet esprit de célébration du meilleur de différents pays qu'on retrouve à Europa Park aujourd'hui. Et évidemment, les attractions sont avant tout une façon de vivre des histoires, on en parlait, mais entre les différents costumes, les divers types de cuisine et de culture à travers le parc, le mélange marche vraiment très très bien. Alors, merci, parce que ça répond bien à ma question. Maintenant, passons à la toute dernière question. Benji ? Ouais, tout le plaisir est pour moi. Il s'agit de la question de la transmission de l'entreprise aux générations futures. Est-ce que la relève est assurée? Que ce soit pour MacRide, Europa Park ou tout le reste? Vous avez peut-être remarqué, mais mes réponses étaient passionnées lors de cette interview. Ah oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu? Je pense que nous avons un avenir radieux devant nous et que la succession n'aura jamais de véritable fin. Nous avons développé ce processus continu à travers déjà 7 générations. Il a su continuer avec mon père comme il continuera avec mes enfants. On est plutôt bien entraînés dans la famille pour assurer la relève. Et ce qui nous permet de nous améliorer sont les rapports entre les plus jeunes et les plus anciens. Car vous en obtenez le meilleur, les meilleures idées grâce à l'obstination des plus jeunes. Moi, j'aime beaucoup le fait que les juniors puissent parler avec les seniors. On a les meilleures idées comme ça. Les jeunes sont entêtés. Ils sont très énergiques. Et le savoir des plus anciens. Et les anciens, ils ont les connaissances. Donc je peux dire que la succession ne touchera jamais à sa fin. Car si nous sommes passionnés, on finit par trouver les méthodes pour apprendre par soi-même. J'aime d'ailleurs faire ce que je fais et j'espère conserver cette ardeur pour la prochaine décennie et la transmettre à mes enfants. C'est magnifique. Parfait. Eh bien, comment vous remercier? On n'a plus de mots. Car certes, nous sommes fans de roller coaster, de parcs d'attractions, mais le nom Mac résonne en nous d'une façon très particulière. Car me concernant, quand j'ai fait Blue Fire pour la toute première fois ici en venant en 2015, ou quand on voit les dernières technologies que vous mettez en place, comme dans The Ride to Happiness à Plopsaland, ou Time Traveler à Silver Dollar City, vous arrivez même à laisser votre empreinte dans des lieux qui vous inspirent et vous devez sûrement en être assez fier, non? Oui. Et je pense que c'est totalement légitime de l'être, d'être fier de ce que vous avez fait, car c'est vraiment cool de voir toutes ces attractions dans le monde entier, dans différents parcs ou autres encore. Et j'espère sincèrement que vous pourrez faire aboutir vos projets avec la vision que vous avez, qui est à mon sens remarquable. Oui, et j'aimerais ajouter de façon très sincère. Quand vous voyez des machines comme Blue Fire, qui a été construit en 2009, aujourd'hui, nous sommes en 2022
et elle divertit toujours autant de monde. Elle est devenue une pièce maîtresse dans ce parc qui attire du monde. Et quand on voit ça sur YouTube, on n'a qu'une seule envie, c'est de monter à bord. Et ajoutons qu'elle est toujours impeccable après toutes ces années, techniquement parlant sans défaut, en termes de vibration et d'une fluidité impeccable. On peut dire qu'elle a été faite pour durer dans le temps, et ça, franchement, ça fait plaisir à voir. En tant que passionnés de parc, nous apprécions beaucoup ce que vous faites avec l'entreprise Mac, alors continuez ainsi s'il vous plaît. Même si je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie. Et la qualité en fait définitivement partie, c'est certain. Super, alors merci pour être venu aujourd'hui au Europa Park. C'est de rien, c'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de vivre tout ça exceptionnellement. C'était un séjour, je pense, qui est mémorable pour toute l'équipe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un privilège. Super. Ça va vous atterrissez tout le monde? Ça s'est bien passé? T'as remarqué qu'on était un peu fébrile quand même, hein? On n'était pas à l'aise 100% du temps. C'est pour ça, là, il faut qu'on décompresse. Même nos voix, fait le tremble. C'est waouh, les gars. Sur la fin, ça allait mieux. Au début, c'est vrai que il est arrivé, on a commencé l'interview directement, et finalement, il a vu que c'était la bonne ambiance, donc du coup, il s'est lâché un petit peu plus. On n'a pas pu tout mettre dans l'épisode, mais là, ce que vous voyez, c'est quand même fort intéressant. Ça raconte énormément de choses comme son parcours, les créations qui vont arriver, etc. La vision aussi qu'ils ont chez Mac. C'était super intéressant. Nous, en tout cas, on était bouche bée, quoi. D'ailleurs, en parlant de vision, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'ils sont très portés par justement l'envie de créer un héritage qui va se perpétuer dans le temps, qui va marquer les esprits, et pas non seulement suivre des tendances marketing qui pourraient fonctionner pendant quelques semaines, quelques mois, et puis passer à autre chose. Non, au contraire, eux, on l'a appris quand on a parlé de la création des différents quartiers, du choix de certaines attractions et tout. Ça se passe vraiment dans leur trip, comme on pourrait dire. C'est ça. Et c'est cool. Et c'est une chose qui est retranscrite finalement dans le nom qu'ils ont choisi, qui se sont attribués pour ceux qui créent les attractions. C'est pas des imagineurs, c'est des emotioners. Donc du coup, c'est à la recherche finalement de l'émotion, du souvenir, de ce que ça va te faire vivre dans leur expérience. Et c'est un nom qui est très intelligemment choisi, qui s'inspire évidemment de Disney, qui est là dans le game depuis longtemps, mais à leur sauce. Et comme il a dit dans l'interview, hein, quand tu vois que le land croate, c'est un peu par rapport à sa femme, il y a aussi du perso. C'est ce qu'ils ont toujours fait de toute façon chez Mac, hein, c'est la même famille, donc c'est un peu normal. Il faut que ça résonne d'abord dans leur cœur aussi. Bien sûr, normal, hein. Et c'est comme ça aussi qu'ils vont faire les belles choses, parce que ça les passionne et c'est quelque chose qu'ils souhaitent visiter ou revisiter, faire vivre aux visiteurs que nous sommes. Donc c'est banco pour nous, on valide totalement. C'est la meilleure façon de procéder, hein, quand tu veux créer quelque chose, c'est de faire quelque chose qui est totalement en harmonie avec toi-même. Et c'est le meilleur moyen d'avoir une fondation solide pour le reste. Je pense qu'ils l'ont complètement intégré dans leur façon de faire, et tant mieux. Et d'ailleurs, ça rejoint bien ce que nous, on est au 100e épisode. Ça fait une bonne fondation pour la suite quand même, parce que comme on aime justement ce qu'on fait et qu'on est passionné de parc, je trouve que le parallèle marche plutôt bien. Il faudrait qu'on raconte un jour avec Benji l'histoire de la création de Puissance Park et comment ça s'est copié. Ça s'est déjà fait dans des live Twitch, mais c'est toujours cool de revenir aux sources. Mais on le fera. À l'occasion, il y aura très certainement un live Twitch pour célébrer ce 100e épisode et peut-être quelques surprises, donc restez connectés. Ouais, puis d'ailleurs, à ce propos, je peux me permettre peut-être de commencer parce que, comme vous en doutez bien, vu que là, on a tapé la barre des 100, on vous a gardé quelques petites surprises qui arriveront dans l'épisode 101, l'épisode 101, donc l'épisode PT qui arrive la semaine prochaine. J'espère que ça va pas tomber en rade trop vite quand même. On espère bien, ça c'est tout l'enjeu. Hein, voilà, c'est pour ça qu'actuellement, il y a quelques petits tests qui sont en train d'être menés à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Pour bien sûr, pour le vous du futur qu'il regarde une semaine après la sortie de cet épisode-là, ça ignorer ce que je viens de dire. Mais donc ça veut dire qu'il y a une très très grosse surprise qui nous attend dans le prochain épisode? En théorie, oui, si tout va bien. Mais oui, Johan, tout à fait. Wow, c'est incroyable. C'est de la théorie, attention. Si tu regardais tes messages sur Signal, tu l'aurais déjà, cette surprise. Littéralement depuis 6 mois. Tu vois, donc... en tout cas, on tient à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans l'aventure, à commencer par les parcs qui nous ont fait confiance, qui nous ont invités, qui nous ont permis d'avoir du contenu qualitatif et de rencontrer que ce soit des PDG, des créatifs, des ingénieurs. Des ingénieurs.
voilà, c'est vraiment plein de différentes facettes de l'industrie que les parcs représentent. Et encore, je pense qu'on en a touché que la surface, donc ça promet pas mal de contenu pour les épisodes jusqu'aux 4 chiffres, hein, les 1000. On à quel âge? Bah oui, non mais tant que peut-être un peu, ouais, on va voir. Ouais, je suis un petit peu optimiste, mais en tout cas, du contenu, on va pas en manquer, ça c'est certain. Non, on prépare déjà la suite. Et après, sans trop vous teaser, il y a déjà des choses qui sont en boîte et de belles choses qui vont arriver. Et après cette période difficile, Covid, crise, etc., ça fait, on a envie que d'une chose, c'est de se divertir, de bouger, de voir du monde, de vivre des expériences. Ça repart à pleine balle depuis. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est reparti à le vent en poupe et on est super content d'assister à tout ça et de pouvoir vous informer sur ces sujets-là, sur le côté technique, sur les détails qui sont pas forcément abordés par tous les médias classiques. Voilà, nous on est peut-être trop poussé par moment, mais je sais qu'il y a un public qui est en attente de ce genre de détails croustillants. Pour moi, on l'est jamais trop parce que finalement, ce qu'on aime faire nous aussi, je pense que c'est quelque chose qui nous réunit depuis le début, enfin du moins depuis qu'on s'est rencontrés et qu'on s'est mis tous dans ce projet-là. C'est la volonté aussi, bien sûr, il y a la partie qui nous fait tout ce kiffer, bien sûr, l'expérience que tu vis dans un parc, mais il y a aussi le fait de rencontrer les gens qu'il y a derrière et de voir quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées et tout ça. Et finalement, c'est aussi ce qu'on essaie de partager avec vous, du coup, c'est de rencontrer ces gens-là, que vous voyez qui sont ces hommes de l'ombre, voir leur parcours, parce que derrière, si déjà ça vous permet de mieux comprendre comment une attraction, un spectacle, un parc est sorti de terre, dans quelles conditions, à quel point ça a été la galère, ou sur quel point ils ont pu être créatifs, déjà ça peut rassurer, parce qu'en temps de crise, on a toujours l'impression que notre vie c'est de la merde parce qu'il y a plein de trucs qui tournent mal, et le fait de se rendre compte que même dans des gros projets, on arrive à lutter contre l'adversité et sortir un truc qui va faire wow, c'est juste du dialogue positif. Et je me permets de rajouter, c'est qu'on espère aussi que ça crée des vocations au sein de nos auditeurs. C'est le deuxième point, oui. Que ça crée des vocations, que ça donne de l'intérêt aux gens d'aller voir ces créations sur le terrain, et aussi que ça permette aussi à des personnes qui n'étaient pas forcément très expertes en la matière en apprennent un maximum et le partagent avec d'autres. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager nos vidéos et nos épisodes. Exactement, mais au-delà de ça, c'est peut-être des jeunes qui sont encore au niveau du baccalauréat, qui se demandent qu'est-ce qu'ils veulent faire après leurs études supérieures. On espère qu'avec toutes les personnalités qui nous ont accordé du temps et qui se sont confiées à nous, ça vous a donné des pistes, des envies peut-être, parce que mine de rien, le monde change, le monde des parcs grandit et il se structure, et il y a de plus en plus de métiers qui émergent. C'est autant de débouchés possibles pour vos projets, et si, comme nous, à une époque, on n'était pas sûr dans quoi on voulait aller, maintenant, il y a des pistes assez crédibles et assez évidentes qui existent. Donc, voilà, c'est un vrai kiff. Et, il y a de l'avenir pour le divertissement sous ce format-là, c'est clair. Donc, c'est pas, vous n'allez pas droit dans un mur, il y a vraiment des choses à faire, et c'est pas prêt de s'arrêter là. Bon, ensuite, gardez toujours un esprit critique, on est d'accord, hein, toujours. Bien entendu. Hein, n'oubliez pas que Puissance Park, on est indépendant, on ne dépend d'aucun parc, aucune organisation, aucune structure, c'est nous et nous-mêmes. Si quelque chose est bien, on sera les premiers à dire que c'est bien. Si une chose est nulle à chier, on sera les premiers à la défoncer. Quand bien même, on a des avis divergents aussi, ça. Mais bien sûr. N'est-ce pas, avec Walibi Holland? Oui, puis pas que. Gardien Galaxy Mission Breakout, enfin, il y a plein de trucs sur lesquels on n'a pas été nécessairement d'accord. Ou les SLC, voilà, ce genre de choses. Je ne remets pas le sujet sur la table. Non, mais parlons pas de choses qui fâchent et qui font mal. Ce serait cool pendant le 100e que ça parte en couille, tu vois, mais bon. Mais voilà, c'est le moment aussi de se rappeler que voilà, pendant ces 100 épisodes, on a fait beaucoup de parcs en France, en Europe et même au-delà, aux États-Unis. Donc ça aussi, c'était une belle expérience de vous emmener avec nous. Ouais. On espère que dans les 100 futurs, on puisse continuer à vous faire voyager avec nous, parce qu'il y a plein de belles choses qu'on aimerait faire et organiser. La seule chose qui est un peu déstabilisante, c'est de se dire que tous cumulés, on n'a toujours pas le parc count de Jean-Marc tout seul, en fait. C'est ça. Non, c'est vrai, mais on y arrivera un jour, j'en ai aucun doute. Donc voilà, je vais faire mon petit moment émotion, ça va pas être très long, inquiétez pas. Oui, parce qu'on a des gens à remercier, bien sûr, qui ont participé à l'aventure. Déjà, je vais mettre des violons en post-prod, là. Voilà, c'est le moment. Déjà, remercions les gens de notre équipe, la team, là, il faudra les incruster quelque part en arrière-plan, parce que mine de rien, ils font partie intégrante de notre team. À commencer, par notre Jean-Marc Toussaint national, qui n'est pas avec nous, mais qui grâce à toute son expertise, son savoir-faire historique, et puis grâce à son instant vieux et tout ce qu'il apporte pour nos futurs projets. Donc merci Jean-Marc d'avoir rejoint notre team, et on est très très fiers de t'avoir avec nous. Ensuite, je ne peux pas oublier notre cher Maxence, qui nous a rejoint il y a pas très longtemps avec un enthousiasme évident,
qui nous a ouvert grand sa porte pour faire plein de choses géniales avec lui, et on en est qu'au début. Donc je suis encore impatient de voir ce qu'on sera capable de faire tous ensemble. Et tout récemment, c'est tout frais, il vient de nous rejoindre, même s'il faisait déjà un peu partie de l'équipe, on va pas se le cacher. Il est déjà dans les murs, donc voilà, c'est notre ami Florian, que vous connaissez peut-être sous le Guest Flow sur les réseaux, qui est déjà un ami avant d'être un membre de l'équipe. Et ça lui tenait à cœur d'avoir finalement une appartenance officielle, au podcast, de pas être juste exactement, de pas juste être un intervenant comme ça. On va pas agrandir l'équipe davantage, on a déjà beaucoup de monde. Ça va être difficile à gérer. Non mais attention, on peut peut-être, s'il y a des gens qui ont des talents dans des domaines, sachant que nous avons également Maître Phobos, qui est notre modérateur sur Discord et sur Twitch, qui est très content du rôle qu'il a actuellement, et on le remercie parce qu'à chaque fois qu'il y a un live, il est là, il est parmi nous, il nous aide à gérer tout ça, et ça c'est cool. Merci, Un grand merci à toutes les personnes qui, mine de rien, nous ont accueillis et qui nous proposent leur aide, parce que là, mine de rien, il y a des petits projets que vous ne voyez pas, mais qui se mettent gentiment en route. On vous en parlera très très vite prochainement. Et je voudrais également remercier vous, la communauté, parce que mine de rien, depuis 100 épisodes et depuis 2019, ça commence à dater maintenant. On a maintenant une bonne communauté. C'est grâce à vous, parce que mine de rien, on peut faire des podcasts, mais si personne ne les écoute, ça sert à rien. Donc c'est cool. Et évidemment, on va faire un petit remerciement. Évidemment, sans lui, on n'aurait pas fait les choses comme elles sont aujourd'hui. C'est notre ami Jérôme, qui même si maintenant il a choisi une autre direction. Donc merci Jérôme d'avoir été avec nous aux origines et de nous avoir mis, on va dire, le point de départ pour commencer l'expérience, quoi. Donc voilà, et puis évidemment, j'ai envie de remercier tous les parcs, tous les invités qu'on a eu au cours de nos différents podcasts, mais j'en ai tellement que je risque d'en oublier et je ne veux pas. Voilà, c'est ça, il y en a trop à lister. Je ne veux pas créer de frustration, mais un grand merci. Défiler l'historique des podcasts, vous verrez. 100 épisodes, donc on a reçu beaucoup de monde, comme tu l'as très bien dit Valentin, à différents métiers, à différentes positions, tous avec une générosité totale, qui se sont confiés à nous, qui nous ont parlé à cœur ouvert. Ça commence à faire un beau palmarès prestigieux pour nous, hein. Voilà, alors je parle pas trop de trophées de chasse, mais en tout cas je suis très heureux de voir que Puissance Park fonctionne, parce que vous, dans le monde des parcs, vous nous faites confiance et vous voyez qu'on essaie de produire quelque chose de qualitatif, et la communauté, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, qui voyez en nous un média sérieux, qui essaye de vous apporter peut-être des éléments que d'autres ne feraient pas, parce que comme tu l'as très bien dit, peut-être qu'on va un peu trop loin, mais c'est ça aussi qui fait notre identité, et peut-être que vous apprenez des choses que vous n'apprendrez nulle part ailleurs. On aime les détails. Voilà. Quand il faut les avoir, les détails. Certes, des fois, le défaut, c'est que dans certains cas, certaines personnes peuvent déconnecter temporairement parce qu'ils vont se dire mais en fait, au pire, ça peut déclencher une curiosité de dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, oui, de quoi ça parle. C'est ça aussi qui est génial. Et on espère que c'est un format comme ça qui vous plaît, parce que derrière, ça vous permet aussi de voir le vrai jargon utilisé, les vrais termes. Ça peut être vu comme du chipotage, mais après, on donne toujours une échelle de comparaison pour justement que vous replaciez. Chaque parc n'a pas la même taille, n'a pas les mêmes moyens, donc c'est pour ça qu'il faut toujours recontextualiser. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. En tout cas, je voulais déjà, avant de clôturer ce 100e épisode, vous remercier, vous trois qui êtes avec moi aujourd'hui. Merci Johan, qui est donc mon gars sûr depuis le début, et avec qui on avait commencé l'origine de Puissance Park avant que ça devienne le podcast et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est avec toi qu'on avait commencé l'histoire. Mais qui devait être une émission à la base et puis qui au final est devenu un podcast qui est beaucoup plus facile à gérer finalement. C'est ça, et puis avec ce que tu nous as apporté en termes de tech, en termes de connaissances, de vision, ça aussi c'est indéniablement un vrai plus, donc encore merci, et puis on continue, j'espère, dans notre folie. Il y a plein de choses encore, de belles choses qui vont arriver. Espérons. J'en suis sûr et certain. Je me tourne aussi vers toi, Greg, qui est notre technophile, qui nous a apporté tellement de solutions, parce que là, vous ne le voyez pas, mais tout est made in Régie Mobile grâce à Greg, et grâce à lui, nous pouvons faire des lives depuis les parcs, parce que mine de rien, Europa Park, Phantasialand et encore un autre qui va arriver. Donc voilà, on a autant de possibilités techniques qu'avant nous n'avions pas. Donc encore une fois, merci à toi, et merci
bah, tu fais ce que tu peux et ce que tu fais tu peux est très exceptionnel. Il y en a pas beaucoup qui savent le faire. D'accord, merci Greg. Et je remercie évidemment mon cher Valentin. Ah. Bah oui, tu penses bien que j'allais pas t'oublier. La modestie toujours, qui gère très bien les réseaux sociaux, surtout Instagram, parce que Instagram, bah, il est vivant grâce à toi. T'apportes tellement d'humour, tu fais des stories qui sont super cool. Vous ne le voyez pas, mais il est aussi en coulisses pour organiser nos déplacements quand on va à Europa Park, quand on va dans d'autres parcs en France, etc. Voilà, les échanges de mails très souvent aussi. Bref, on essaye de trouver des projets et d'apporter des commentaires intéressants quand on peut. Donc voilà, et bah écoutez les amis, j'ai envie de dire, on repart pour 100 épisodes au moins. Au moins. Ah oui, au moins, à minimum. Minimum, bah écoutez, c'est nickel. On a une belle série qui arrive. Cette série d'Europa Park n'est pas complètement terminée puisqu'on va vous faire l'histo d'Europa Park qui va être un gros morceau. Et puis les comptes rendus de visite. Les comptes rendus de visite parce que vous le savez bien, on a visité beaucoup de choses là-bas. On a vu le parc, on a vu Rolantica, on a enfin découvert Piraten in Batavia, donc ce sera l'occasion de vous en parler. Donc il y a plein de choses et Yulby bien sûr, mais on en a déjà un peu parlé si vous avez écouté avec Mathis Gulon. Donc voilà. Mais pour vous dire, on est déjà en train de vous préparer la série suivante qui va être aussi très sympatoche, croyez-nous, et plein d'autres belles choses. Donc voilà, j'arrête de vous teaser, je vous remercie encore toutes et tous de nous être aussi fidèles, de croire en nous, et bah, j'ai envie de dire à très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt. Alors, par contre, attention, le prochain épisode, c'est l'épisode 101, les amis. Donc soyez prêts, il peut se passer tout et n'importe quoi. Voilà. On va faire pas mal d'annonces et puis voilà, c'est vraiment pour ceux qui connaissent bien le podcast et notamment son équipe. Et on va vous donner plein de petits, vous détailler plein de projets, vous donner des anecdotes aussi sur les podcasts, sa création entre autres. Voilà, si vous avez des questions à poser. Idéale, ouais. Voilà. Et c'est là qu'on va révéler notre plus gros investissement depuis la création. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Espérons que l'investissement en question ne plante pas. Ça va, j'ai pas trop d'inquiétude. Sur le tableau de bord là, ça va. Il va bien. Non, le rouge c'est le compte en banque. Ça. Oh merde. Donc c'est pour ça on compte sur vous. N'hésitez pas à aller sur utip.io/puissance. Tu sais ce qui serait drôle, c'est que les lumières elles s'éteignent toutes d'un coup. Ah merde, on n'a pas payé EDF là. Donc surtout ne loupez pas le prochain épisode, l'épisode 101, l'épisode 101, et puis je pense que vous serez absolument ravis. Voilà. Exactement. Merci encore à tous. On vous fait tous de gros bisous et à très vite. Bye bye. Ciao.